Mémoire du cardinal de Bernis. Chapitre 9. De l'affaire de Mandrin. Tout le monde sait que Mandrin était chef d'une troupe de contrebandiers et qu'il exerçait depuis quelques années sur les terres du roi toutes sortes de brigandage, mettant à contribution les fermiers de sa majesté et forçant les caisses publiques. Cet homme hardi était français, mais sa troupe et lui avaient trouvé un asile en Savoie. Le roi s'était plaint souvent à la cour de Turin du refuge qui était accordé à ce scélérat. Mais cette cour, sous différents prétextes, n'avait eu aucun égard à ses plaintes. On prit en France le mauvais parti de laisser enlever Mandrin à main armée sur le territoire de Savoie, car le gouvernement a nié avoir donné aucun ordre à ce sujet. Le roi de Sardaigne se plaignit avec hauteur de cette violation du territoire. Le roi lui écrivit de sa propre main qu'il était fâché de ce qui était arrivé, que c'était à son insu et contre son gré qu'il faisait rechercher les auteurs de cet enlèvement et qu'il les ferait punir. Le roi de Sardaigne aurait dû se contenter de ce désaveu, mais sentant la faiblesse du ministère français, il demanda avec une hauteur encore plus grande qu'on lui livrât Mandrin. On ne voulut pas le faire. Et pendant qu'on négociait ce point, Mandrin fut jugé et exécuté à Valence. Sur le champ, le roi de Sardaigne ordonna à son ambassadeur de sortir de France sans prendre congé et fit conseiller par son ministre au chevalier de Chauvelin, ambassadeur du roi, de ne pas paraître devant lui. Celui-ci fit la faute de déférer à ce conseil, car en pareille circonstance, il faut avoir le courage d'être blâmé de sa cour pour mettre à couvert l'honneur de son maître. Le chevalier de Chauvelin pouvait prendre le terme moyen d'aller faire sa cour à l'infant de Parme au lieu de rester prisonnier dans son hôtel. C'est dans ces circonstances que j'arrivai
à Versailles. Immédiatement après le départ précipité de l'ambassadeur de Turin, il fut tenu un conseil à Compiègne, où il fut décidé que le roi enverrait un ambassadeur extraordinaire au roi, son oncle, pour lui témoigner le regret qu'il avait de tout ce qui s'était passé, et afin de rendre la satisfaction plus éclatante, on nomma Monsieur le comte de Noailles, un des plus grands seigneurs de la cour, pour remplir cette commission. Monsieur Rouillet, ministre des Affaires étrangères, m'avait demandé, quelques jours auparavant, quel était mon avis sur le parti que le roi avait à prendre dans cette circonstance. Je lui dis que cela ne paraissait pas fort embarrassant, que, puisque le roi de Sardaigne ne s'était pas contenté de la lettre que sa majesté lui avait écrite de sa propre main, qu'il avait rappelé avec éclat son ambassadeur, et que, malgré cela, il insistait sur une satisfaction ultérieure, il fallait lui répondre que le roi était prêt à lui donner celle qu'il lui demanderait pour la violation du territoire, mais à la condition qu'il en ferait une pareille au roi pour l'asile qu'il avait accordé pendant plusieurs années à un sujet rebelle, malgré les insistances réitérées de la France. Cette réponse était pleine de justice et de dignité. Je fis sentir à Monsieur de Rouillet et aux autres ministres du roi qui me parlèrent de cette affaire qu'il n'y avait rien à craindre en répondant de cette manière, que le roi de Sardaigne était trop sage et trop faible pour déclarer la guerre au roi sur un tel prétexte, que ce prince, d'ailleurs, était trop habile pour prendre par humeur des engagements avec nos ennemis, qu'il se contenterait donc de bouder pendant quelque temps, et que, si la bouderie était trop longue, toute l'Europe se moquerait de lui. Après la conduite
que le roi avait tenue à son égard. Malgré toutes mes représentations, qui furent fort vives, tant auprès des ministres que dans mes conversations avec Madame de Pompadour, le Conseil opina pour une ambassade extraordinaire et le maréchal de Noailles ne dédaigna pas de solliciter cette commission humiliante pour son fils. On peut dire que dans cette occasion, le conseil du roi n'a eu guère d'attention pour sa gloire et celle de la France. Cet État a essuyé de grands revers, mais jamais il n'avait fait de bassesse. Aussi le maréchal de Belle-Île, qui parlait quelquefois comme un preux chevalier, disait-il en frappant du pied, qu'il avait honte d'être français et que depuis Hugues Capet, jamais la couronne de France n'avait essuyé un pareil ou